Bien, mes chers collègues, Madame la directrice, nous poursuivons aujourd'hui les travaux de notre commission d'enquête avec l'audition de Madame Tilly Kenen, directrice du Centre d'excellence d'Helsinki en matière de lutte contre les menaces hybrides. Notre invité s'exprimera en anglais. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir vous assurer du bon fonctionnement de vos écouteurs pour la traduction. Vous êtes, Madame la directrice, actuellement en visite en France auprès du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, avec lequel nous avons convenu d'insérer cette séquence au Sénat. C'est un hasard du calendrier dont il y a tout lieu de se féliciter, puisque nous avions évoqué dès l'entame de nos travaux la possibilité de nous rendre notamment en Finlande. Chère Madame, je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Le Centre d'excellence sur les menaces hybrides est souvent cité en exemple de la coopération au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Avec Rachid Temal, rapporteur, et les membres présents de cette commission d'enquête, nous sommes donc impatients d'en savoir plus sur les missions et les moyens de votre centre dans la lutte contre les opérations d'influence étrangère. Nous serons particulièrement intéressés de connaître vos recommandations en matière de lutte contre les manipulations de l'information et de bonnes pratiques en matière de contre-influence. Avant de vous donner la parole, il me revient de faire quelques rappels réglementaires d'usage. Par exception à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, la pratique des commissions d'enquête est de ne pas faire prêter serment les personnalités étrangères et les fonctionnaires des organisations internationales. Vous pourrez donc vous exprimer librement et sans risque. Par ailleurs, comme convenu, cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera diffusée sur le site internet et, le cas échéant, les réseaux sociaux du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Nous serons peut-être pendant la séance dérangés par quelques mouvements du public qui pourrait venir nous rejoindre. Il s'agit des auditeurs de l'Institut du Sénat. Chère Madame, si vous le voulez bien, je vous propose de prendre la parole pour un propos introductif de 15 ou 20 minutes, après quoi notre rapporteur et nos collègues seront sans doute heureux de vous poser quelques questions et je vous remercie par avance d'y répondre et surtout je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de venir passer un moment avec nous cet après-midi. Nous sommes très, j'allais dire, affamés après ce déjeuner pour vous entendre. Madame la directrice, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout premièrement vous remercier pour cette opportunité. Merci de m'avoir invité à participer à cette enquête afin de pouvoir évoquer les travaux de notre centre, le centre d'excellence qui est basé à Helsinki. La structure de ma présentation sera la suivante. Avant de présenter le Centre d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, si vous me le permettez, je vais faire une analyse brève du contexte actuel, du moins du point de vue du Centre d'excellence européen. J'aimerais vous décrire la manière dont nous évaluons le rôle des menaces hybrides, notre point de vue également au niveau des tactiques et évoquer nos vulnérabilités en tant que société démocratique. Puis, je présenterai les travaux de notre centre et comme vous l'avez souligné lors de votre introduction, l'une des missions clés de notre centre est de permettre la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN pour faire face aux menaces hybrides. C'est une tâche essentielle et j'expliquerai également ce qui est attendu
de notre centre, notamment par la France. En effet, la France est un des membres clés et un expert français a été nommé pour participer aux travaux du centre d'ailleurs. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers participants, les menaces hybrides ne sont pas un nouveau phénomène. Toutefois, l'échelle et la nature des instruments utilisés dans le contexte sécuritaire actuel sont tout à fait nouveaux dans nos sociétés. En effet, l'utilisation d'outils technologiques, l'utilisation également de moyens de plus en plus précis pour intervenir dans le débat public, pour influencer les élections, pour manipuler les contextes nationaux, eh bien tout cela est nouveau et pour faire face à ces menaces, il nous faut des nouvelles ressources et de nouvelles approches. J'aimerais souligner que l'on parle des menaces inconventionnelles, non conventionnelles plutôt, pardon, qui sont utilisées pour cibler nos sociétés démocratiques. Tout cela s'inscrit également dans les contextes géopolitiques qui sont de plus en plus aigus. Et il s'agit ici donc d'un conflit à échelle de l'ordre international, une remise en question des valeurs sur lesquelles repose cet ordre international, et c'est un conflit également entre les types de régimes autoritaires et la gouvernance démocratique. Ces conflits, le conflit en général est de plus en plus sévère et les régimes autoritaires tentent de promouvoir leurs valeurs et leurs points de vue, et pour ce faire, on recourt à différents moyens pour faire entendre leur voix sur la scène internationale. Notre centre se concentre surtout sur les acteurs autoritaires, tels que la Russie et la Chine, et s'intéresse à la manière dont ces régimes expriment leur volonté de cibler des démocraties et le modèle démocratique afin de protéger leur propre système autoritaire et afin de promouvoir leur leadership sur la scène internationale. En effet, cela ne va pas vous surprendre, nous le savons tous, la Russie et la Chine et d'autres États autoritaires souhaiteraient créer un nouvel ordre international au sein duquel ce sont les plus puissants qui auraient voix au chapitre, et cela viendrait remplacer notre système actuel, un système qui se base sur l'égalité entre les États souverains. Et nous allons donc vers cette trajectoire, vers ce nouvel ordre et nous notons des menaces hybrides envers ce système actuel. En effet, les menaces hybrides sont des outils essentiels pour certains acteurs. J'aimerais également ajouter que nous notons donc de plus en plus de concurrence et des conflits accrus. Nous notons également que certains acteurs ne se conforment plus à des règles qui ont été rédigées à la suite des 2 guerres mondiales pour permettre la stabilité, c'est-à-dire la confiance mutuelle. Cela a été érodé. Le fait de se conformer également à l'ordre et au droit international est sapé jour après jour. Chers sénateurs, c'est un point de vue assez négatif. Mon message est en effet assez
négatif, mais je tiens à dire que les menaces hybrides sont un instrument tout à fait anodin aujourd'hui dans le contexte sécuritaire. Et j'aimerais souligner l'importance et le besoin de protéger nos sociétés en ayant recours à des nouveaux moyens, avec des nouveaux outils. Et il nous faut renforcer la sensibilisation à ces conflits et à ces menaces. En effet, la préparation est clé. Les menaces hybrides atteignent leur cible quand la cible n'est pas bien préparée. Et donc, il faut préparer nos sociétés à l'avenir. C'était une introduction très brève et je vais maintenant donc présenter notre centre, vous présenter les missions de notre centre et la manière dont nous soutenons les États participants. Nous avons un rôle très spécifique. Le centre d'excellence a été créé il y a 7 ans et comme vous le savez peut-être, 7 États ont créé ce centre, 9 États, pardon, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie. Ce centre a été créé dans un contexte d'ingérence des campagnes électorales. Et ces 9 pays de l'Union européenne et de l'OTAN souhaitaient mettre sur pied un centre autonome, un centre d'excellence autonome qui renforcerait les capacités et viendrait en soutien aux pays participants pour lutter contre les menaces hybrides. Le centre permet de faire des recommandations et de partager des bonnes pratiques avec les différents pays participants pour lutter contre les menaces hybrides. C'est également un lieu d'échange entre les participants. En effet, nous notons qu'il y a de plus en plus de types de menaces qui sont utilisés. Et tout comme les types de menaces se sont multipliés, eh bien les participants se sont également multipliés. Nous avons donc maintenant 35 participants. Il y a seulement un des membres de l'OTAN qui n'a pas rejoint le centre, mais qui va le rejoindre cette année, l'Albanie. Nous sommes très heureux de noter que nous avons de plus en plus participants. Le centre est donc basé à Helsinki. Le secrétariat du centre est également basé à Helsinki. Environ 40 personnes travaillent au centre, au secrétariat. Nos experts viennent des différents pays participants. Il me semble qu'il y a 17 nationalités représentées au centre, que ce soit des experts qui viennent du monde civil ou du monde militaire, des académiciens ou autres. Nous sommes donc un hub d'experts et nous échangeons avec les différents gouvernements des pays participants. C'est d'ailleurs pourquoi je suis ici à Paris. C'est pour renforcer les liens entre le centre et l'administration ici, en France. En effet, j'ai eu le plaisir de pouvoir également échanger avec le ministère lors de notre visite en France et de comparer ainsi notre compréhension des menaces hybrides et également échanger à propos de la couverture, de la protection, des mesures qui ont été mises en œuvre en France. D'ailleurs, je tiens à souligner les mesures françaises qui sont très complètes. En effet, vous avez mis en œuvre différentes mesures et conçu des outils très complets pour faire face à ces menaces. J'aimerais maintenant donc évoquer les travaux du centre. Nous avons 3 objectifs qui sont inclus dans le programme de travail du centre.
En effet, nous considérons qu'il nous faut améliorer notre compréhension des menaces hybrides. Nous pensons tout savoir sur ces menaces hybrides. Nous pensons savoir la forme qu'elles revêtent. Nous pensons également savoir ce que sont les menaces conventionnelles militaires. Mais en réalité, comment est-ce que fonctionnent ces menaces? Par exemple, des attaques contre des démocraties. Comment est-ce que la migration, par exemple, est instrumentalisée et peut se transformer en une menace? Comment est-ce que ces menaces érodent et sapent nos sociétés et le modèle démocratique? C'est sur ces questions que nous nous concentrons. Nous analysons également les acteurs menaçants et leurs politiques, la manière dont ils conçoivent leurs politiques et les mettent en œuvre. Et nous nous posons également une question très importante. Comment identifier nos propres vulnérabilités et comment lutter contre des attaques envers nos vulnérabilités? Je n'ai pas assez de temps pour détailler notre programme de travail, mais le Centre a un programme de travail annuel qui donc est détaillé comme suit, vous le voyez à l'écran. Nous avons 3 parties. Notre but est d'analyser les particularités des menaces hybrides, d'analyser également les acteurs, de mieux les connaître. En effet, chaque année, nous traitons des dossiers sur les acteurs. Par exemple, cette année, nous sommes concentrés sur le rôle de la Chine en Afrique, la manipulation de l'information dans différents pays africains. Nous regardons étroitement également la coopération entre la Chine et la Russie. Je voulais tout simplement vous montrer des exemples. Nous analysons également la résilience démocratique. En effet, la résilience démocratique est l'un des sujets qui est traité annuellement. En effet, la résilience est essentielle. Et cette année est une année électorale. Différentes campagnes électorales sont organisées à travers le monde. Et nous avons un exercice de formation que nous proposons à nos États participants sur le thème des élections et de l'influence et la manipulation des élections. Bien évidemment, nous étudions bien d'autres sujets importants. En ce qui concerne les sessions de formation, ce sont des sessions de formation qui ont lieu tout au long de l'année. En effet, le centre ne fait pas seulement que publier des dossiers, mais organise également des exercices et des sessions de formation pour les États participants. Et donc la formation sur la lutte contre la manipulation des élections est l'une des séances de formation clés. J'ai encore 2 ou 3 choses à rajouter et puis je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Monsieur le Président, vous avez également évoqué notre rôle au centre dans le travail de favorisation, de facilitation des travaux entre rapprochement entre l'OTAN et l'Union européenne. La coopération entre l'UE et l'OTAN, en effet, fait partie de nos centres d'intérêt. Nous faisons tout pour favoriser leur coopération à différents niveaux. Nous organisons des ateliers, des formations et à chaque occasion, nous réunissons des représentants aussi bien de l'Union européenne que de l'OTAN. Et
ces représentants participent à la majeure partie de nos activités, ce qui nous permet de leur offrir un lieu de discussion, ce qui nous permet de comprendre le niveau et la nature de la menace, comprendre la nature des outils, comprendre les écarts dans leur politique de lutte contre ces menaces et renforcer leur coopération. Le centre réunit donc ces acteurs-là et nous avons la possibilité d'analyser la teneur de ces discussions et de présenter des conclusions concernant les différents sujets qui occupent aussi bien l'OTAN que l'Union européenne. Et nos conclusions sont donc de nature à alimenter les réflexions de ces deux organisations et leur permettre de mieux coopérer. Bien, j'ai épuisé mon temps de parole. Pourtant, je voudrais rendre hommage, un hommage tout particulier à la France. Mon voyage d'études m'a permis de découvrir des aspects de la lutte telle qu'elle est envisagée en France qui pourraient être très utiles aux autres participants, autres membres de notre centre. Et c'est justement le rôle du centre que de servir de plateforme, de centraliser les bonnes pratiques, car nous avons tout à apprendre les uns des autres. Les instruments utilisés dans ces menaces hybrides sont de nature multiforme, ils évoluent constamment et donc nous devons de nous tenir constamment informés. De plus, il faut aussi maintenir une veille sur l'environnement, une veille permanente sur l'environnement et le contexte. Le centre souhaite mettre toutes ses compétences à la disposition des pays membres. Monsieur le Président, je vais m'en tenir là et encore une fois, j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Avant de laisser la parole au rapporteur, je voudrais saluer la présence dans les tribunes des auditeurs du Sénat qui nous ont rejoints pour cette audition. Et peut-être vous demander, à l'occasion des réponses que vous pourrez faire à notre rapporteur, de préciser 2 points. Le premier, si j'ai bien compris, dans les 35 membres qui adhèrent, ça recoupe à peu près l'OTAN. Et dans les auditions que nous avons eues jusqu'à présent, il ne nous a pas échappé que la Turquie tenait une place un peu particulière au sein de l'OTAN et peut-être sur cette question des influences. Et mon deuxième point de questionnement, c'est que j'ai cru comprendre dans vos propos que vous pouviez faire un lien entre la crise migratoire et les menaces hybrides. Si à l'occasion vous pouviez développer cet aspect, je vous en serais gré, mais je laisse notre rapporteur, avec sa sagacité habituelle, vous proposer d'approfondir tel ou tel point. Merci, Monsieur le Président. D'abord, remercier Madame la Directrice à la fois pour votre présence, mais également pour la qualité de votre présentation et puis du travail qui est réalisé par le Centre d'excellence d'Helsinki. D'ailleurs, nous avons prévu de nous rendre parce que nous l'avons effectivement depuis le début identifié comme un lieu important pour nos travaux. Dans le prolongement de ce qu'évoquait le Président, quelques questions. Je propose qu'on puisse faire des questions-réponses en direct. Ce sera peut-être plus simple pour vous et pour nous. La première chose, c'est que pouvez-vous un peu faire une sorte de cartographie des dangers aujourd'hui, en tout cas des pays ou des groupes qui mènent des opérations d'ingérence. Vous avez cité la Chine et la Russie, mais peut-être développer un peu, notamment sur leur mode d'intervention
et au travers de quelques cas peut-être emblématiques que vous avez déjà pu identifier? Je vais commencer par répondre à la question concernant la Turquie. En effet, à l'exception de l'Albanie, tous les pays membres de l'OTAN contribuent aux activités de notre centre. Notre centre n'est pas un organisme international. Il y a des membres et puis il y a des États participants. La Turquie a adhéré en 2019 à notre centre et nous avons pu nouer de bonnes relations. Le niveau de coopération est excellent. Il arrive parfois qu'il y ait des dissensions bilatérales entre certains membres, entre certains pays participants. Et ces dissensions sont traduites dans nos rapports. Donc cela ne nous est pas étranger. Et il n'en demeure pas moins que dans l'organe exécutif suprême, le comité de pilotage, au sein de ce comité, il y a une code de conduite qui impose que le centre doit avoir toute liberté d'aborder toute nature de menaces hybrides sans s'appesantir, sans se laisser entraîner dans des dissensions bilatérales, des conflits bilatéraux, ce qui nous aide à maintenir une certaine harmonie. Et le centre est censé occuper une place autonome. Nous avons une position autonome. C'est bien compris par tous les États participants. Nous avons toute liberté de publier nos conclusions sans censure. Nous analysons les acteurs en présence, les tendances à l'œuvre et nos conclusions sont rendues publiques. J'espère que j'ai répondu à cette question concernant la Turquie. Ensuite, il y avait une question sur l'instrumentalisation des flux migratoires et comment ça s'apparente à une menace hybride. Eh bien, l'une des formes des menaces hybrides que l'on observe de plus en plus fréquemment, c'est l'instrumentalisation de crises inventées ou crises montées de toutes pièces. Donc, on monte de toutes pièces une crise, on la crée, et cela peut être en instrumentalisation de la migration. Donc, ce ne sont pas des flux migratoires réels, ce sont des flux migratoires provoqués. Je pense à la situation actuelle à la frontière de la Finlande. Il est avéré maintenant que la Russie transporte des réfugiés, des demandeurs d'asile, donc transporte ces demandeurs d'asile jusqu'à la frontière finlandaise et les y dépose. C'est pour nous un exemple d'une instrumentalisation des flux migratoires. Les demandeurs d'asile se retrouvent pris en otage. On a observé la même chose à la frontière polono-lituanienne l'an dernier. C'était une crise instrumentalisée par la Biélorussie. Donc, on constate le même genre de manipulation lorsqu'il s'agit de produits énergétiques, de matières premières. Il existe de telles opérations. Donc, on crée des problèmes, on crée une instabilité, on crée une polarisation de l'opinion publique, on précipite des crises là où il n'y en avait pas. C'est une tactique que l'on voit mise en œuvre.
Je peux rajouter que ce sont autant d'outils entre les mains de ces acteurs. Il y en a d'autres. Il y a toute une palette d'instruments à leur disposition. Vous avez posé une question sur les acteurs, sur la Chine et la Russie. Je voudrais insister sur que les pays eux-mêmes, la Chine et la Russie, indiquent officiellement. Leurs déclarations sont qu'ils montent des opérations défensives contre l'Occident. Ils prétendent que l'acteur mal intentionné, c'est l'Occident, que l'Occident s'immisce dans leurs affaires intérieures, que leur sécurité territoriale est menacée, que leur intégrité culturelle et politique est menacée. C'est notamment ce qu'avance la Chine comme argument. Et aussi bien la Russie que la Chine déclarent qu'il leur faut donc, pour se protéger, faire usage de tous les outils à leur disposition. Ça, c'est une vision très différente de la nôtre. Et leur idée qu'ils doivent avoir accès à toute la large palette d'outils, eh bien, ça c'est effectivement suivi des faits. Ils manipulent l'information, ils instrumentalisent les crises, ils s'attaquent aux infrastructures critiques, ils montent des opérations aux frontières et ils font usage de toutes les formes existantes de guerre hybride, des opérations maritimes, d'une guerre juridique. Ils font usage de tous ces moyens. Nous avons la preuve, s'agissant de la Chine, nous avons la preuve qu'ils ont monté des opérations de manipulation de l'information. Nous avons des exemples de l'usage chinois, enfin de la manipulation de la diaspora chinoise, l'usage d'acteurs par procuration pour nuire à leurs cibles. Les preuves ne manquent pas que ces deux pays font effectivement usage de tous les moyens à leur disposition. Merci, Madame la Présidente. La directrice, pardon. Pour poursuivre, pour prolonger ce qu'évoquait le Président au début, vous avez indiqué que le Centre avait une capacité de produire et d'écrire et de publier. Est-ce que dans vos travaux, vous avez été amené à publier justement des analyses sur la question des ingérences turques? Réponse. Nous avons un fonctionnement de niveau stratégique. Par là, j'entends que nous suivons des exemples d'ingérence, mais pas précisément. Nous essayons de tirer des conclusions assez générales d'exemples d'ingérence. Nous ne les détaillons pas. Il s'agit de proposer des contre-mesures d'ensemble. Et nous intéressons beaucoup aux acteurs qui ne sont pas membres ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu à nous préoccuper beaucoup de menaces qui émaneraient de la Turquie. Nous avons publié des rapports sur l'instrumentalisation de la migration. Un rapport en profondeur que nous avons publié porte sur les différents usages qui ont été faits de cet outil. Et nous avons décrit des modèles que nous avons observés, des modèles d'instrumentalisation de la migration, et les exemples ne manquent pas. Ce genre de taxonomie, nous avons eu l'occasion de les détailler, de les publier. Et ce sont des atteintes qui ont visé
l'Europe. Encore une fois, notre centre de préoccupation, c'est vraiment tout ce qui est extérieur à l'OTAN et à l'Union européenne. Merci pour votre réponse et donc votre précision. Si je disais que c'est donc un centre, une forme de think tank où il y a des experts qui échangent, qui construisent des choses, et vous n'êtes pas dans l'opérationnel, est-ce que j'ai raison et j'ai bien compris le sens l'essence même du centre d'excellence d'Helsinki? Réponse. Nous ressemblons beaucoup à une cellule de réflexion. Nous faisons un travail d'analyse poussé. Nous avons une posture indépendante qui nous permet de publier nos conclusions. Mais il y a une différence entre nous et un centre de réflexion, c'est que nous dispensons des formations qui sont tirées de nos conclusions. Donc, nous avons aussi un recueil de bonnes pratiques et nous puisons dans ces éléments pour créer des modules de formation qui permettent d'apprendre comment lutter contre ces menaces hybrides, comment s'y prendre lorsqu'on est confronté à des situations qui exigent une décision rapide. Et le fait est que ces incidents sont souvent inopinés. Les cibles ne sont pas préparées. On les prend par surprise. L'élément de surprise est très important. C'est pour cela que nos modules de formation s'attachent à former les esprits à l'usage du bon outil, de la bonne réponse, la bonne contre-mesure. Donc nous avons cette dimension supplémentaire en comparaison d'une cellule de réflexion. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements des pays membres et nous effectuons ce qu'on peut appeler des exercices d'entraînement. Merci, Madame la Directrice. Justement, sur les bonnes pratiques, avant de venir sur les pays membres du centre, avez-vous fait un travail de comparaison, d'analyse? Et je pense notamment, je vais vous citer 2 pays. Si oui, qu'est-ce que vous en retirez comme bonne pratique? Je vais parler d'abord de l'Australie, dont on sait qu'il y a eu, il y a quelques années, un vrai sujet, notamment par rapport à la Chine. Ça a commencé par les universités, mais ça a été aussi dans la question économique, ça a été aussi dans la question même politique. Est-ce que donc il y a un modèle australien? Si oui, vous l'avez analysé, quels sont les éléments positifs? Et puis après, sur le Taïwan, où on nous cite notamment beaucoup, alors leur capacité de défense, bien aimant, et aussi leur capacité de réponse. Et donc notamment cette qualité qui est de dire en 2 heures 200 mots. Donc voilà, donc, sur le modèle australien, sur le modèle taïwanais, avez-vous fait des analyses? Et si oui, peut-être quelques éléments intéressants de points positifs et ce qu'on pourrait peut-être analyser, peut-être reproduire chez nous. Réponse. Nous avons plus particulièrement étudié, les comparaisons que nous avons établies étaient faites entre les pays participants de notre centre. On a commencé par s'intéresser à nos adhérents et nous avons comparé les 5 pays nordiques où on voit que le concept de sécurité globale s'applique depuis des décennies maintenant. Et dans le nord de l'Europe, on est persuadé que ce modèle de sécurité globale est dépassé. C'était notre sentiment, mais l'on s'aperçoit brusquement qu'aujourd'hui, il a tout son sens et qu'il pourrait peut-être intéresser nos membres, les participants. Et ils pourraient souhaiter voir de plus près comment ces 5 pays nordiques se sont coordonnés pour assurer leur sécurité commune
et lutter contre les menaces hybrides. Voilà un travail de comparaison que nous avons effectué. Nous prévoyons d'élargir ensuite le cercle des comparaisons. Venons-en maintenant à Taïwan. Oui, nous nous sommes intéressés à Taïwan, plus particulièrement à la méthode taïwanaise dans la lutte contre les campagnes de désinformation et de manipulation de l'information menées par la Chine. Il y a des pratiques qui appartiennent aux pays eux-mêmes, des particularités nationales, et il y a aussi des vulnérabilités. Et je vous enverrai volontiers le rapport que nous avons publié avant les élections taïwanaises. C'est un rapport extrêmement complet sur les moyens que la Chine met en œuvre pour manipuler l'information. Et on arrive à identifier les acteurs aussi bien parmi les médias ou de la société civile qui sont ciblés. Et il y a beaucoup à apprendre de cet exemple. Pour en venir à l'Australie maintenant. L'Australie est un pays partenaire, ce n'est pas un État participant. Et l'Australie a, comme vous l'avez souligné, conçu des politiques intéressantes. Nous pourrions nous pencher sur ces politiques. En effet, nous avons une coopération étroite avec l'Australie à l'échelle du centre. C'est un processus qui est actuellement en cours. Nous n'avons pas encore tiré des conclusions de nos travaux, mais avec l'aide du service externe de l'Union européenne, nous comparons nos travaux avec l'Australie. Nous avons hâte d'en apprendre plus à propos de ses propres pratiques et également des politiques chinoises dans la région Indo-Pacifique. Cette région, d'ailleurs, est une région sur laquelle nous nous sommes penchés. En effet, nous avons étudié différentes menaces hybrides, des menaces qui passent par des leviers économiques. Et j'ai d'ailleurs échangé à propos de cela lors de mes différentes réunions en France. Nos comparaisons, en tout cas, sont entre nos propres pays participants. Je pense que votre analyse sur l'Indo-Pacifique va intéresser effectivement beaucoup la France, puisque nous avons une stratégie. D'ailleurs, nous en avons une aussi au niveau européen. Moi-même, j'ai été rapporteur d'un rapport sur la stratégie française, et on voit bien que nous avons effectivement des difficultés face à des incursions, notamment chinoises, sur nos drones qui sont effectivement dans l'Indo-Pacifique. Alors une autre question, avez-vous analysé les processus électoraux, notamment Brexit, élection présidentielle américaine 2016, et je rajoute un deuxième élément, quelle est votre analyse notamment sur la question du rôle des GAFAM, des plateformes dans cela? Donc c'est deux questions en une, mais je crois qu'elles sont liées quand on sait qui a fait quoi à ces moments-là. Merci beaucoup. En effet, nous avons analysé différents types d'ingérence dans les campagnes électorales et nous devons souligner le rôle des GAFAM dans ces contextes-là. Je dois également dire que ces 7 dernières années, nous avons noté de grandes évolutions. Plus de réglementation, notamment en Europe. Il y a en Europe un code de conduite. Et nous avons également des règlements à échelle européenne pour ces entreprises des réseaux sociaux. Et notons une situation assez similaire aux États-Unis avec plus de réglementation. Il semblerait que le monde se soit réveillé et pris conscience de l'ampleur de ce risque. Et si ces grandes entreprises, ces GAFAM, avaient pu continuer à évoluer ainsi de manière non réglementée, eh bien, elles auraient pu être utilisées pour manipuler les débats politiques et les campagnes électorales.
Nous coopérons également avec ces entreprises des réseaux sociaux lorsque nous organisons nos formations. Lorsque nous formons les gouvernements pour lutter contre les mesures d'ingérence dans les campagnes électorales, eh bien, nous incluons des représentants de ces grandes entreprises des réseaux sociaux dans nos sessions de formation. Et nous leur demandons de faire une analyse critique de ce qu'ils ont observé eux-mêmes à l'échelle de leur plateforme. En effet, par cette introspection, nous tentons de les inclure dans ce dialogue pour faire en sorte que nous ayons tous une même compréhension géopolitique des risques actuels et notamment du risque au niveau des entreprises des réseaux sociaux. Permettez-moi un brin d'humour, mais si on m'avait dit qu'en 2024, l'autocritique serait portée par une structure avec l'OTAN, je n'aurais pas cru. Mais bon, il me reste 2 questions pour ensuite laisser la parole à mes collègues. La première, c'est, vous avez cité le modèle nordique. Pouvez-vous nous dire quelques mots, notamment sur la question de l'éducation aux médias, puisqu'on a bien vu que c'est un des éléments de lutte, c'est-à-dire comment les jeunes, mais les moins jeunes, avec ce rapport aux médias, on va dire, apaisé, structuré, transparent, comment cela peut agir dans la lutte contre les ingérences étrangères. I think this is one of the key questions. Je pense que c'est l'une des questions clés lorsque l'on s'intéresse à l'environnement médiatique. En effet, les jeunes reçoivent des informations directement de sources en ligne, ils s'informent en ligne et dans la plupart des cas, le journalisme, ce journaliste en ligne, ne se base pas forcément sur l'éthique journalistique, ne suit pas les règles. Et selon nous, cela est assez alarmant. En effet, des acteurs étrangers pourraient tirer profit de cela. Et c'est également un problème sociétal à plus grande échelle. En effet, la question d'avoir des médias de qualité et du journalisme de qualité. D'avoir un journalisme qui repose sur l'éthique journalistique. Les pays nordiques ont inclus l'éducation aux médias dans les programmes scolaires et ce de différentes manières. Alors, ces programmes n'ont pas forcément été évalués. On ne leur a pas donné une note. Est-ce qu'ils fonctionnent ou pas? Mais il est important d'inclure l'éducation aux médias dans les programmes scolaires. Mais il faut voir également quelle est l'influence de cette éducation aux médias sur les enfants. Et il nous manque encore cela. Nous ne savons pas concrètement quelle est l'influence de cette éducation aux médias pour les jeunes. En tout cas, les enfants, dès le plus jeune âge, suivent des cours sur l'environnement médiatique. On leur apprend la manière dont fonctionne cet environnement. Nous leur apprenons également le fait d'avoir un esprit critique, de remettre en cause les sources. Toutefois, les tendances sont alarmantes, je tiens à le dire. Nous notons des problèmes de qualité du journalisme dans de nombreux pays. Et nous notons qu'il y a de plus en plus de journalisme en ligne, de journalisme de la course au clic, on pourrait dire, qui tente de juste faire des gros titres. Et cela pourrait, j'en ai peur, éroder encore plus le journalisme. Je ne sais pas si le journalisme de qualité va pouvoir survivre dans de telles conditions. C'est très préoccupant. Et c'est un outil très utile et très puissant pour les acteurs étrangers.
diffuser des fausses informations, de la désinformation. Cela est très facile. Il est très facile de manipuler l'opinion publique, de manipuler la prise de décision, de polariser des sociétés. Les contrôles qui existaient par le passé n'existent plus forcément. Et je pense que le centre pourrait peut-être plus se concentrer sur cette question de l'éducation aux médias. Autre point important, les acteurs de la société civile et leur rôle, notamment dans les pays nordiques. Cet environnement, celui des réseaux sociaux, a beaucoup muté. L'environnement médiatique en tant que tel a évolué. Et donc il nous faut trouver des contre-mesures essentielles pour protéger la qualité du journalisme. Dernière question, pour moi en tout cas. Vous avez parlé du modèle français en indiquant qu'il était utile, il était un acteur majeur du centre d'excellence d'Helsinki. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous en dire, nous en dresser les principaux points positifs et peut-être les points à améliorer? Par exemple, de notre point de vue à ce stade, nous débutons quelque peu les travaux de la commission d'enquête. Il n'y a pas, par exemple, de stratégie nationale sur la lutte contre la guerre hybride, en tout cas les guerres informationnelles. Voilà, mais voilà, est-ce que vous êtes capable de nous tresser les principaux points positifs et puis peut-être quelques points d'amélioration? Thank you so much. Merci beaucoup. C'est une question assez difficile. Alors, j'ai noté bien des éléments positifs et nous avons souligné dans nos recommandations au pays. La coordination des mesures politiques pour lutter contre les menaces hybrides. Les menaces hybrides existent au sein de différents ministères, dans toutes les branches du gouvernement. Elles sont présentes. Et au sein des différents ministères, des différentes agences, nous notons que la plupart des pays ont identifié le problème et donc le ministère prend une décision, met en œuvre une mesure. Mais nous notons qu'il y a un manque de coordination entre les différents ministères, un manque de dialogue. J'ai ma propre opinion à la suite de mes échanges avec différents collègues à Paris. En effet, j'ai l'impression qu'en France, il y a un effort qui est fait pour mieux se coordonner à différents niveaux et qu'il y ait un dialogue entre les différentes branches ministérielles et les différentes agences. Et je pense que cela est essentiel et permet de renforcer la résilience. C'est un bon point de départ. Lors de mes échanges également avec les collègues en France, j'ai également appris que la France avait utilisé des outils législatifs et ce très rapidement. La France a de bons outils législatifs à sa disposition et la France a synchronisé ses efforts avec l'Union européenne et vous avez également utilisé les outils de l'Union européenne, ces outils que l'Union fournit à tous ses membres et vous les utilisez en France. Et donc j'ai été très impressionnée par la rapidité de ce processus, par les ressources administratives dans lesquelles vous avez puisé. Il me semblerait que la France soit actuellement sur la bonne trajectoire. Je n'ai pas identifié de pierre d'achoppement, de points d'amélioration. En effet, je suis très convaincue que la France est sur la bonne trajectoire pour lutter contre les mesures hybrides, les menaces hybrides, pardon. Bien évidemment, nous pourrions parler de l'information et de la diffusion de l'information au public au sens large pour que ce soit une information équilibrée et non alarmante. Je pense qu'il faut
être ouvert, utiliser les bons termes pour décrire les acteurs, décrire les menaces, décrire ces acteurs et ces menaces d'une manière juste pour nos citoyens. En effet, il s'agit ici de résilience. En effet, si les citoyens ne comprennent pas forcément les phénomènes actuels, ils vont peut-être blâmer le gouvernement. Et je pense que la société civile et les citoyens doivent bien comprendre ces menaces hybrides et comprendre également là d'où elles émanent, qui sont les acteurs étrangers. Je pense que faire preuve d'ouverture et sensibiliser les citoyens est essentiel. Nous devrions tous mettre cela en œuvre et je pense que nous avons encore du pain sur la planche à ce niveau-là. Mais il faut trouver le menace juste, il ne faut pas être trop alarmant. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci pour vos questions qui étaient très intéressantes. Merci. Madame la directrice, avant de donner la parole à notre collègue Raphaël Daubet, j'aurais voulu, un peu dans le prolongement de la question du rapporteur, que vous puissiez nous dire si vous avez des exemples de contre-influence. C'est un sujet qui revient souvent dans nos auditions. On arrive à détecter les phénomènes de guerre hybride, mais quelle est la nature de la riposte? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour illustrer cette question? En ce qui concerne les mesures, il me semblerait qu'il y ait deux types de contre-influence. La résilience, tout premièrement, le fait de prouver notre résilience à ces acteurs, de communiquer sur notre résilience, montrer que nous sommes prêts et préparés à ces attaques et prouver que nous n'allons pas être ébranlés, nous allons survivre. Communiquer sur cette résilience est une tâche essentielle, mais ce n'est pas la tâche la plus facile. En tout cas, nombre de nos mesures se concentrent sur la résilience. En ce qui concerne maintenant des mesures plus actives, c'est-à-dire de nommer les acteurs, les punitions. Je pense qu'il nous faut plus de mesures qui aillent en ce sens également. En effet, la résilience ne fait pas tout. Les mesures hybrides vont perdurer dans le temps. Ce sont des mesures très utiles pour les acteurs hostiles qui ne leur coûtent pas si cher. Et ces acteurs tentent de trouver nos failles, nos vulnérabilités. Et malheureusement, nous ne pouvons pas compter seulement sur la résilience. Il nous faut montrer à nos adversaires que nous avons nos limites, notre tolérance à des limites. Les contre-mesures doivent être également très bien ciblées, bien préparées. Au sein du centre, nous disons qu'il nous faut coordonner nos contre-mesures. Il nous faut des contre-mesures à échelle de l'Union européenne ou de l'OTAN. C'est ainsi que nos mesures seront plus efficaces. Il existe également le monde cyber. Au sein de ce monde-là, nous avons des différentes mesures qui pourraient être mises en œuvre. Mais je pense que nous devrions être proactifs, avoir une approche préventive en ce qui concerne cette contre-influence. Merci Madame la Directrice. Raphaël Daubet. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Directrice, merci pour vos mots à l'égard de notre pays. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que vous voyez une différence notable entre la coopération avec entre les pays de l'Union européenne et la coopération qu'on a avec les pays non membres de l'Union européenne? Et ma deuxième question concerne le Brexit. Est-ce que le Brexit a affecté la dynamique de la politique de sécurité européenne
Et est-ce que des ajustements sont nécessaires pour répondre à ces défis, à ces menaces dans l'ère post-Brexit? Merci. The first question, Pour répondre à la première question, I think the difference that I see je dirais que la différence que between je countries vois that are members of the entre European les Union pays membres de l'Union and européenne et members of the ceux European qui Union, ne le sont pas, many differences, c'est but perhaps mainly what I would like to point qu'en fait, out il y a is beaucoup de différences, mais je vais me concentrer sur le fait que l'Union européenne, en tant qu'organisation, a créé toutes sortes de ressources, toutes sortes d'instruments, des ressources conjointes. Des entités sensibles sont protégées par la directive ad hoc, la directive sur la cybersécurité existe aussi, très efficace, et il y a aussi des approches communes concernant les relations extérieures. Voilà, je crois, la différence principale entre les pays membres et non membres de l'Union européenne. Toute cette palette d'instruments. Et les partenaires de l'Est, l'Ukraine, la Moldavie, ces pays-là sont en difficulté. Lorsqu'il s'agit de lutter contre les multiples opérations de nature hybride qui sont montées contre eux. Une différence très nette. Donc, le fait d'adhérer à l'Union européenne compte pour quelque chose. Pour ce qui est du Brexit maintenant, eh bien, il y a eu le Brexit et l'Union européenne n'avait pas eu le temps de s'adapter à cette nouvelle situation lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine. Donc, je crois que les conclusions concernant l'impact du Brexit sur l'Union européenne n'ont pas encore été tirées. La manière de se renforcer post-Brexit, ces analyses n'ont pas encore été faites parce qu'on s'est attaché à soutenir l'Ukraine. L'Union européenne doit s'attacher à recréer un bon niveau de coopération avec le Royaume-Uni, à recréer un environnement sécuritaire et l'Union européenne doit commencer à parler sérieusement de la manière de renforcer sa défense, et particulièrement lorsqu'il s'agit de menaces hybrides. Et au-delà de ces menaces-là, l'Union européenne devra s'organiser pour mieux coopérer sur le plan militaire. Je ne saurais trop conseiller à l'Union européenne de tirer les conclusions du Brexit le plus rapidement possible et avancer sur le plan de la politique commune de défense et de sécurité. Merci. Madame la directrice, il me reste à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement d'avoir bien voulu caser dans un emploi du temps serré ce passage par le Sénat qui, si vous le voulez bien, dans quelques instants se matérialisera par un petit souvenir que je vous remettrai au nom du président du Sénat et je crois savoir que vous souhaitez vous promener dans le palais Médicis. Nous le ferons avec plaisir. Mais avant, je dois rappeler à mes collègues que nous nous retrouvons la semaine prochaine, mardi 26 à 16h, pour écouter la DGSE et le 28, Jean-Philippe Vachia, qui est président de la Commission nationale des comptes de campagne, et monsieur Henri Verdier, ambassadeur du numérique. Voilà, merci encore, madame. Merci. Merci.